Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, amphiplein, pour parler des mutations de la ville et de la ville de demain. Quelques mots, je serai très bref parce qu'on a finalement assez peu de temps. On a une grosse heure à passer ensemble pour explorer cette ville du futur. Quelques mots d'introduction et puis j'appellerai nos invités à me rejoindre. Juste pour vous rappeler un chiffre fort qu'il faut bien avoir en tête, qui est celui de 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes ou dans les zones urbaines d'ici 30 ans, ça veut dire près de 7 milliards de personnes. On va parler des mutations, je voulais juste vous donner ce chiffre, qu'on l'ait bien en tête pour cadrer le débat. On va parler des mutations de la ville, de tout ce qui a changé dans les derniers mois, dans les dernières années, qui pourrait constituer des signaux faibles de ce qui nous attend demain dans 20 ou 30 ans. On pourrait parler des mutations qui concernent la mobilité. Uber aujourd'hui, c'est 40 millions d'usagers actifs dans plus de 630 villes. J'ai eu la chance d'animer un débat ici même il y a 5 ans.
Et je peux vous dire que ce n'était pas le cas à l'époque. Uber était encore tout petit, à l'état de projet. On pourrait parler du grand retour du tramway depuis 10 ans, qui a aussi refondé les centres-villes des villes de France et d'ailleurs. On pourrait parler de la voiture autonome, qui est à l'état de test un peu partout dans le monde et que Ford, Nissan, Toyota nous annoncent dans les villes pour des véhicules 100% autonomes à un horizon très proche de 2025, autant dire demain. Les mutations, elles concernent aussi les flux de personnes, je viens de le dire avec la mobilité, mais aussi les flux d'informations, avec un espace urbain toujours plus connecté qui produit une masse de données potentiellement très utiles et qui sont susceptibles de transformer aussi l'activité économique des villes. Et puis elles concernent l'urbanisme évidemment et l'architecture. Il y a le phénomène de la métropolisation de la France depuis 2012 qui a permis aux villes de changer d'échelle administrative et de développer des projets aussi comme celui du Grand Paris. On va évidemment passer du temps aussi sur le Grand Paris ce soir. Et puis c'est aussi les développements d'une architecture plus durable, d'une architecture plus sensuelle. On aura la chance d'avoir Jacques Ferrier avec nous qui nous expliquera cette notion. Je vais appeler maintenant donc nos 4 invités. Je les invite à me rejoindre sur scène. Donc je vous les présente pendant ce temps-là. Valérie Descamps. Valérie Descamps qui est directrice générale de Métrobus, qui est une dirigeante d'entreprise depuis déjà pas mal d'années. Elle a travaillé notamment dans la presse, directrice générale du quotidien gratuit Métro entre 2002 et 2008, à la Tribune entre 2010 et 2012. Elle a aussi influé et co-créé le forum Osons la France. Elle était derrière ce projet ambitieux dès 2012. Et donc depuis octobre 2016, directrice générale de Métrobus. Donc Métrobus, pour ceux qui ne sont pas familiers, du groupe Média Transport, c'est le leader de l'affichage transport. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant nos temps de transit? On va en parler avec Valérie Descamps. Jacques Ferrier, en bout de table. Jacques Ferrier qui est architecte et urbaniste, qui a notamment créé depuis des années une architecture pour une ville, une société plus durable. Il est à l'origine du concept de ville sensuelle qu'il oppose à la notion de ville désincarnée. On reviendra sur cette notion. Il a été nominé 3 fois pour le Grand Prix national d'architecture et a reçu plusieurs prix, notamment le prix de la première œuvre du Moniteur. Chantal Joanneau, à ma gauche, vice-présidente de la région Île-de-France, sénatrice de Paris, également dans un passé pas si lointain championne de France en karaté de posture. C'est toujours important de le rappeler. Ministre de l'écologie dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, puis ministre des Sports. Et donc aujourd'hui, vice-président de la région Île-de-France, on va parler du Grand Paris, mais pas que, avec vous. Et aussi fondatrice du laboratoire d'idées écolo-éthique, avec un K. Et puis notre 4e invité, qui est Benoît Bruno. Benoît Bruno de Gare et Connexion, directeur du développement et des projets chez SNCF Gare et Connexion. Gare et Connexion, c'est une des branches de la SNCF qui s'occupe de tout ce qui concerne les infrastructures. Il est ingénieur polytechnicien. Il a travaillé près d'une vingtaine d'années chez Vinci avant de rejoindre la SNCF, où il s'est occupé de marketing, stratégie de la branche, notamment Vinci Environnement. Mais aujourd'hui, c'est Gare et Connexion qui l'occupe. Voilà, on va parler en 3 temps ce soir. On va avoir un premier temps de dialogue entre moi et les invités. Ensuite, je laisserai la parole à nos panélistes, donc nos étudiants qui ont préparé une salve de questions absolument passionnantes. Et c'est vous, évidemment, qui aurez du temps à la fin pour échanger avec nos invités. Première question que je voulais vous poser, question ouverte à tous les 4. On est vraiment sur les mutations de la ville. Aujourd'hui, on va essayer donc de comprendre ce qui est en germe pour la ville de demain. Quelles sont, dans vos expériences respectives urbaines, les mutations qui vous paraissent les plus spectaculaires, les plus intéressantes, les plus engageantes pour le futur, qu'elles soient d'ordre sociologique, économique, urbanistique? Peut-être Valérie Descamps, si vous voulez commencer. Bonsoir à tous. Sans doute ce que vous avez évoqué tout à l'heure en introduction, s'agissant de la mobilité, puisque nous sommes en ce moment en train de vivre une véritable révolution de la mobilité au sens transport du terme. Je pense que mon voisin développera cette idée beaucoup mieux que moi. Mobilité au sens véhicule autonome qui arrive. Ces véhicules existent déjà. Il y en a déjà qui tournent autour de la Défense, qui tournent à Lyon, qui tournent au Parc Floral. C'est des véhicules développés par Keolis
ou Transdev, donc qui sont des véhicules qui roulent tout seuls, qui sont parfaitement automatisés. Et les transports publics, y réfléchissent très sérieusement. A priori, la RATP, mais même la SNCF, puisque Guillaume Pépi a récemment parlé des premiers trains autonomes. C'est pareil pour les bus autonomes. Ils vont arriver, alors pas du tout configurés comme ils sont aujourd'hui, des tailles beaucoup plus petites, 12-15 personnes, avec des tracés beaucoup plus dynamiques. On aura sans doute, je parle de ça d'ici 5 à 10 ans, c'est très rapide, on aura sans doute plus d'arrêts de bus, mais des arrêts dynamiques qui seront en fait créés par la demande des utilisateurs. Donc moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ça, aujourd'hui, en termes de mobilité, c'est les transports autonomes et tout ce qui va en amont, c'est-à-dire la partie génération de la demande qui va passer par des applications. On voit d'ailleurs que l'application, une des applications les plus puissantes aujourd'hui, celle de la SNCF, SNCF Voyage, entre autres. Donc le voyageur, demain, le citoyen, pourra dire je pars de tel endroit, je vais à tel endroit, et en mode automatique, instantané, on aura une proposition d'un véhicule autonome qui arrivera à 100, 200, 300 mètres de votre point de départ. Ça, je trouve ça assez fabuleux. Benoît, Bruno, les transports aussi, j'imagine, puisque c'est votre domaine, mais est-ce qu'il y a d'autres mutations dans les transports ou qui n'auraient rien à voir avec le transport qui vous auraient... Non, moi, c'est vraiment le lien entre la transformation autour de la mobilité et le lien avec la ville. On voit chez Gares & Connexions, moi j'ai la chance d'avoir rejoint cette entreprise d'une entreprise privée vers une entreprise publique depuis 2 ans. En fait, la France passe toutes les semaines dans les gares. C'est à peu près l'ordre de grandeur, 70 millions de personnes qui passent dans les gares. Et au-delà de la mobilité que Valérie a commencé à développer, c'est vraiment cette notion de carrefour et de hub, de connexion humaine, je dirais. Ça relie l'humain, ça relie le quotidien de 10 millions de gens tous les jours. Et ce développement d'activités, d'urbanisme dans lequel on se trouve. Je reviendrai peut-être juste après sur quelques exemples de city booster. On appelle ça maintenant chez nous un city booster, un promoteur de vitalité urbaine. Donc on est vraiment dans cette logique de la mobilité et l'urbanité qui se rejoint et dans des hubs de connexion. Chantal Jouanneau, même question. C'est quoi la grande mutation des derniers mois, dernières années qui nous engage pour le futur? Oui, d'abord, juste une toute petite correction. En fait, j'ai quitté tous mes mandats politiques. Ah, très bien. Et je ne suis plus rien. C'est important de le dire. Mais oui, c'est important parce que il y aura aucune langue de bois dans mon discours. Enfin, il n'y en a jamais eu beaucoup. Mais simplement, ces 2 mutations que j'ai observées, je les ai observées dans 2 fonctions précédentes. La première, c'est au titre d'écolo-éthique, on a fait un MOOC avec le SCP qui a été une source d'apprentissage absolument extraordinaire, ce qui prouve que quand on fait de la politique, on ne sait pas tout. Et d'autre part, à la région Île-de-France, quand on a financé, on a aidé à l'émergence de quartiers dits innovants et écologiques. Et donc, de ces 2 expériences, je trouve qu'il y a 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est la digitalisation. Alors, au début, quand on m'en parlait, je me suis dit c'est vraiment une tarte à la crème. Mais en réalité, ça ouvre un champ des possibles extraordinaire en termes de gestion des flux, parce que le problème central de la ville, ce sont les flux de personnes, les flux d'eau, les flux de déchets. Alors, le flux d'eau et de déchets, c'est peut-être moins un problème en France, mais c'est un problème colossal à l'échelle internationale. Et la numérisation offre des possibilités absolument énormes. Elle permet de repenser la ville, même dans son espace. Vous évoquiez dans un écrit la possibilité peut-être de penser la ville à la campagne, et peut-être que la digitalisation, effectivement, le permettra. Et le deuxième élément qui m'a beaucoup frappé, alors ça c'est plutôt au titre de la région, c'est que maintenant, on peut plus vendre des concepts tout faits. C'est vraiment la réappropriation de la ville par ses habitants, une espèce d'aspiration humaine qui fait que on ne peut plus faire du top-down. On est vraiment en bottom-up systématique et les projets étaient extrêmement différents d'un endroit à un autre. Il n'y avait jamais la même demande, il n'y avait jamais les mêmes aspirations. Et ça se traduit par une conscience écologique beaucoup plus forte, par une volonté de ne plus avoir des grands centres commerciaux qui soient systématiquement uniformes partout sur le territoire. C'était un peu anecdotique il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que quand on pense la ville, on ne peut pas la penser au singulier. On doit forcément la penser au pluriel. Merci. Jacques Ferrier,
pareil, même question sur c'est quoi la grande mutation des derniers mois, des derniers... Bonsoir. La grande mutation, quand on est architecte ou qu'on travaille sur la ville, il y a tellement de mutations en ce moment, ou quand on est voyageur des villes, comme je le suis, il y a beaucoup de mutations. Je voulais en citer une qui me paraît fondamentale et liée à cette thématique qui nous réunit, celle de la transmission. C'est-à-dire que la ville peut être vue comme la transmission construite, quoi. C'est-à-dire que la ville a un premier rôle, a toujours eu un rôle, ça a été de transmettre tout ce qui est la science, l'économie, la culture, la vie en société. C'est vraiment le grand acquis de la ville et aussi de l'architecture. La mutation aujourd'hui, c'est que les villes sont devenues géantes, elles s'accélèrent. Est-ce que cette ville, comme support à la transmission, va pas se casser? Ça, c'est un sujet vraiment préoccupant. C'est-à-dire que si la ville n'est plus ce territoire où la transmission vraiment est ancrée entre les générations, entre les gens, la ville devient juste une accumulation de personnes, une accumulation de bâtiments. Donc ça, c'est une mutation qui me paraît aujourd'hui fondamentale et un défi pour nous. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé cette semaine, une étude publiée par l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, et le groupe Chronos, qui fait beaucoup d'études sur l'urbanisme. Ils ont mené une étude sur la Smart City, et sur la perception de la Smart City, dont les résultats sont assez interpellants auprès d'un panel assez important de Français, où la conclusion principale, c'est que 49% des personnes qui ont répondu souhaitent vivre dans une ville petite ou moyenne, à proximité d'un pôle urbain, et non pas au cœur ou dans le centre-ville d'une grande métropole. Et autre information, l'argument ville connectée, la notion de connexion arrivait en bas de la liste finalement des aspirations, en dessous de l'environnement, en dessous de l'offre de services. Comment vous interprétez ce résultat? Peut-être Chantal Joanneau, je voyais réagir. Oui, je trouve que ce résultat est parfaitement logique et parfaitement normal. Déjà, la Smart City, on l'a tellement utilisé que si vous interrogez cette salle, qu'est-ce que vous mettez dans le terme de Smart City? Chacun aura une définition différente. Le deuxième aspect, c'est que les grandes agglomérations, on n'en voit que les désavantages aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avantages aux grandes agglomérations. Ça offre des capacités de gestion, notamment des services publics, bien supérieurs. C'est moins consommateur d'énergie, donc c'est moins émetteur de gaz à effet de serre. Mais on en vit surtout les problèmes de pollution de l'air, les problèmes effectivement ensuite de concentration humaine, de déshumanisation. Donc c'est logique qu'on souhaite habiter à côté d'un grand pôle, ce qui prouve quand même que le grand pôle d'ailleurs est toujours très, très attractif. Quant à la connexion, la connectivité, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais les gens n'ont pas encore vécu dans ces villes nouvelles. Et il y en a très très peu d'ailleurs comme exemple en réalité. Donc ça reste très désincarné. C'est tout à fait logique. En plus, on s'interroge. Je me souviens qu'il y avait un projet qui avait été un projet de ville totalement connecté avec des capteurs partout qui étaient capables d'identifier si une personne était perdue, s'il y avait un enfant effectivement au mauvais endroit. Et c'est quand même, ça rappelle des mauvais films de science-fiction. Donc c'est aussi logique que ce terme, c'est trop désincarné. C'est beaucoup trop désincarné pour que ça fasse rêver. Et ce sont des mots, c'est vrai que la ville sensuelle, elle doit faire rêver. À tel point que même IBM ou Cisco qui travaillent sur la Smart City ne mettent plus en avant finalement trop l'aspect purement techno, mais s'attachent vraiment à la dimension plus écologique et plus offre de services, notamment via les data. Alors vous parliez tout à l'heure, Chantal, de la notion de flux dans la ville. Je voulais poser la question à Valérie Descamps et Benoît Bruno. Francis Pisani écrivait ça dans le Monde il y a quelques jours aussi. La métropole de demain, c'est celle qui sera branchée sur le plus de routes possible, qu'elle soit réelle, fluviale ou virtuelle. La ville moderne est une ville de flux. La force de ses courants l'emporte sur celle des lieux. Est-ce que la ville du futur va être inventée plus en logique de flux qu'en logique d'espace ? Elle est déjà organisée par les flux. Les grandes villes particulièrement, les flux de télécommunications, les flux de transport. Donc comment réguler au mieux la densité économique
que constitue une unité urbaine, je pense que ce n'est pas une question nouvelle. Ça a toujours été la préoccupation des élus et de la même façon la préoccupation des citoyens. Ce qu'on voit en tout cas avec l'exemple des gares, c'est que des lieux dits de flux, en l'occurrence une gare, deviennent ce qu'on appelle des lieux tiers. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui aller dans une gare, notamment à Paris pour l'instant, quoique à Aix-en-Provence, il y a pas mal de choses assez innovantes qui se déploient, mais on peut aller dans une gare aujourd'hui pour faire autre chose que prendre un train. Donc je pense que de la même façon qu'on observe aujourd'hui un changement, un écrasement complet des secteurs, des silos dans les différents grands secteurs économiques, Orange par exemple, Télécom qui devient une banque, on observe la même chose dans la fonction des lieux. Un lieu peut devenir un lieu d'attractivité pour autre chose que son core business, entre guillemets, et il peut devenir à lui tout seul un média. Évidemment, c'est mon rôle d'en parler puisque je représente autour de cette table la part de la publicité dans la ville, mais je pense que nous sommes de plus en plus tous et toutes organisés par des systèmes de flux. Alors si on transpose ça sur le monde du online et nos utilisations, je pense que c'est pas très difficile de convaincre l'Assemblée ce soir, mais nous, en tout cas, notre réflexion d'un point de vue publicitaire, c'est déjà de capter les densités économiques les plus fortes et de comprendre les flux, l'orientation des flux qui s'organisent par rapport à ces cibles majeures. C'est quoi une ville média au-delà de la présentation, par exemple, d'informations pratiques sur du mobilier urbain ou la diffusion de publicité? Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la ville média du futur? Est-ce qu'il y a des pistes assez précises déjà de... Une ville média du futur. Il y a deux façons, d'un point de vue publicitaire en tout cas. Il y a deux versants. Il y a le versant, ce qu'on appelle le offline, donc ce qui est réel, ce qui est physique, ce qu'on voit, ce qu'on touche, et la version online. Donc sur la version offline, sur la partie extérieure, il ne faut pas oublier que la France est un pays extrêmement réglementé. Le Grenelle de l'environnement impose quand même sur tout le territoire national une grande vigilance sur un risque de densité publicitaire important. Le Grenelle vient parfois être encore plus strict, plus sévère, par l'application de ce qu'on appelle les règlements locaux de publicité, donc qui sont à la main des élus locaux et qu'ils peuvent prévoir, par exemple, les tramways. On parlait tout à l'heure des tramways. Certaines villes interdisent, par exemple, l'adhésivage publicitaire sur des tramways. Donc, il faut déjà comprendre cet environnement réglementaire pour pouvoir imaginer demain ce que sera la ville d'un point de vue publicitaire. Je ne défends que ce parti ce soir. Donc, ça veut dire qu'a priori, demain, on va s'orienter, je pense qu'on en parlera notamment dans le cadre du projet du Grand Paris, parce qu'évidemment, c'est un projet que nous regardons et sur lequel nous travaillons beaucoup. La densité publicitaire sera beaucoup moins importante que celle que nous connaissons aujourd'hui, assurément. D'accord. Encore faut-il que cette densité, que cette présence publicitaire soit qualitative, et si on peut la rendre encore plus intelligente au sens serviciel, c'est encore mieux. Sur la partie online, qui est essentiellement matérialisée par ce qui nous accompagne tous, les smartphones, les interactions de plus en plus multiples entre le porteur de ce device et l'extérieur va générer de plus en plus d'interactions. Nous, par exemple, on a pas mal déployé d'écrans numériques en lieu et place de panneaux papier publicitaires, ce qui nous a permis, de répondre à cet objectif de dédensification. Un panneau numérique remplace en moyenne 10 à 20 panneaux papier. Et en plus, comme il est numérique, il est potentiellement interactif. Donc on arrive aujourd'hui à créer des conversations entre un voyageur porteur d'un smartphone et un écran. Et là où ça devient intéressant,
c'est si ces écrans numériques, au-delà de la publicité, peuvent encore une fois rendre un service à un voyageur. Si le matin, quand je quitte mon domicile pour aller au travail, que sur mon chemin, l'écran numérique me permet en instantané de télécharger en 1 seconde par du NFC ou autre technologie, ou du Wi-Fi ou de la 4 ou 5G, ma liste de courses en instantané, par exemple, que je peux donc faire pendant un temps de transport qui est encore perçu aujourd'hui comme un temps perdu, un temps mort, je commande le matin mes courses ou autre chose, je reviens le soir de mon trajet travail, domicile et à l'arrivée de mon point, à l'arrivée donc en gare, j'ai ma commande qui est livrée. C'est une forme d'évolution réelle par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, où la publicité n'est pas forcément toujours bien perçue, elle est perçue que comme une publicité parfois intrusive, alors que dans la configuration que nous proposent aujourd'hui les nouvelles technologies, notamment grâce au numérique, on peut la rendre beaucoup plus servicielle. Ok. Benoît, Bruno, sur la... J'ai envie de prolonger sur la notion du temps, de l'usage et de l'expérience. En fait, on veut passer d'une époque où les visiteurs, les voyageurs passaient dans une salle des pas perdus, passaient du temps dans une salle des pas perdus, à une époque où les voyageurs vont passer dans une salle avec du temps pas perdu. Voilà, c'était juste le petit trait pour prolonger ce que disait Valérie. Et pourquoi ? En fait, on est à la croisée des chemins entre le flux et les lieux. Et nous, dans les gares, on est convaincus que les lieux participent quand même à l'âme, à l'émotion, à l'expérience que l'on vit, et on souhaite valoriser cette expérience. On a transformé, par exemple, des lieux en espaces de micro-working, en espaces de coworking, où non seulement on rend un service, mais les gens peuvent aussi se rencontrer, travailler ensemble, se donner des rendez-vous. Les centres d'affaires, on n'y croyait pas forcément typiquement sur les gares, qui sont des lieux à haute densité de flux. Et ben, c'est un service qui est apprécié. Et un peu en avant-première, on va lancer des salles de sport, on va lancer des lieux événementiels, on est en train de lancer des innovations pour faire de ces lieux qui sont des lieux de flux, effectivement, des lieux de haute densité de flux, mais de les transformer aussi en lieux de vie, en tranches de vie, quand on sait qu'en moyenne, un voyageur passe une demi-heure de temps de séjour dans une gare. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit du temps utile ou du temps de plaisir, du temps pour de la mise en valeur d'éléments culturels. On a beaucoup de programmes de mise en valeur sur la culture, sur le tissu associatif, sur des boucles courtes et des circuits courts de type panier frais. Voilà, c'est des petits exemples dans lesquels on souhaite vraiment aller sur cette notion du flux qui s'incarne dans les lieux. Et si je faisais un sondage dans la salle, vous auriez tous certainement une gare dans laquelle vous vous dites, tiens, là, j'ai un souvenir. Moi, c'est un des éléments de motivation profonde, c'est en gare, c'est le lieu où les gens s'embrassent le plus. Voilà, donc c'est étonnant. Voilà. Mais il y a de l'émotion et on souhaite participer à ce lieu et pas seulement sur la notion du flux. Alors, la gare Jacques Ferrier aussi, vous avez écrit dessus, travaillé dessus. La gare laboratoire de l'urbanité à venir, c'était votre formule. Mais vous voyez aussi un autre espace de laboratoire potentiel de la ville de demain, notamment dans le cas de Paris, sur toute sa périphérie. Vous avez écrit que c'était le territoire idéal pour imaginer une ville plus hybride, plus discontinue, un peu moins dense, et donc plus en cohérence avec votre concept d'architecture de ville sensuelle, sur lequel peut-être vous pouvez revenir en quelques mots. J'ai dit plus hybride, moi. J'essaye d'éviter ces mots. Donc, juste d'abord, moi, je ferai bien l'éloge de la salle des pas perdus et du temps perdu dans la ville. Parce que je crois que on n'est pas obligé de toujours occuper les gens. On n'est pas obligé de toujours assigner des fonctions et des monofonctions à des espaces. Et pour revenir à la citation, donc c'était de Edgar Pisani, c'est ça, vous citiez tout à l'heure. Francis Pisani, oui. Francis Pisani. Je crois pas quand même à cette disparition des lieux sous l'envahissement des smartphones, du mouvement perpétuel, etc. Les gens ont besoin de lieux, les gens ont un corps. On travaille beaucoup sur cette idée de l'expérience du corps dans la ville. C'est ces expériences-là qui sont différenciantes, sinon toutes les villes se ressemblent. C'est une question qui
qui a été posée, je crois. Donc, les lieux, la puissance des lieux, le désir de lieux, et de lieux pas forcément spécialisés, déterminés, mais des lieux où on a une liberté, c'est extrêmement fondamental et c'est très important. Pour revenir à votre question sur la vision des gares qu'on a développée avec Pauline Marchetti au sein de notre studio de recherche, effectivement, c'est une question parisienne, grande parisienne, que tout le monde ici connaît bien, c'est le déficit. Je parlerai d'abord du déficit d'image mentale de la métropole. On a une situation urbaine qui est très singulière à Paris, c'est-à-dire qu'on a une accumulation incroyable de repères, de symboles, ce que j'appelle de cartes postales, qui sont concentrés à l'intérieur du périphérique, de la Sainte-Chapelle au futur tribunal de grande instance, parce qu'on continue à construire les icônes à l'intérieur de ce périphérique, et on a un déficit complet d'images là où vivent 12 millions sur 14 millions d'habitants. Donc le Grand Paris en tant qu'infrastructure urbaine, nous, ce qui nous a importé, c'était déjà de lui donner une image symbolique. Les Jeux Olympiques, peut-être l'Expo universelle, ça va pouvoir aider de dire, voilà, c'est un territoire qui se définit aussi par rapport à une image mentale. La deuxième chose, ça a été dit, c'est le rapport au temps, c'est-à-dire qu'on a un temps concentrique à Paris, c'est-à-dire que les déplacements passant tous par le centre de Paris, il y a une espèce d'image, de figure imposée, que le temps, c'est le temps que l'on va mettre pour rejoindre le Paris-Centre ou s'en éloigner. Avec ce Grand Paris Express métropolitain, j'espère que va s'instaurer un temps circulaire qui fait qu'on va avoir une nouvelle notion de voisinage et donc la constitution d'une ville archipel. En fait, c'est impossible, hein, mais ce qu'il faudrait, c'est oublier Paris le cœur de Paris pendant une ou deux générations, parce que c'est à la fois un fantastique, évidemment, attracteur, mais c'est aussi un poids pour la constitution de cette métropole. Il faudrait, vous savez, Tokyo est constitué autour du palais de l'empereur, et le palais de l'empereur, c'est un vide, en fait. C'est-à-dire, quand on voit le plan de Tokyo, il y a un grand vide, parce qu'en fait, c'est le grand parc, et dans ce grand parc, il y a un pavillon, qui est celui de l'empereur. Donc c'est une ville, elle est très connue pour ça. Je pense qu'il faudrait imaginer à un moment donné Paris comme un vide et se dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait autour ? Ça serait peut-être un moyen de donner effectivement un relief, une vie, des repères à cette future ville archipel que l'on souhaite en tout cas. Chantal Jouanneau, vous êtes d'accord avec cette vision-là ? Mais on a une chance extraordinaire. Le Grand Paris, c'est un projet génialissime. Et c'est quand même assez unique dans nos vieilles capitales occidentales d'avoir justement sur la table ce grand projet qui en plus rassemble l'ensemble des élus. Après, il y a des définitions qui peuvent être différentes selon les uns ou les autres, mais cette idée qu'il faut repenser, reconstruire, rebâtir la ville dans laquelle on est, parce que vous parliez de transmission, mais on a d'abord hérité d'une ville. Et les villes en France, en Europe, elles existent déjà. On ne va pas fondamentalement les raser. Donc le Grand Paris, c'est une occasion unique. Et c'est vrai qu'il y a des débats incroyables, extraordinaires, entre cette toile d'araignée qui existe. Et on se dit, bah oui, elle va encore s'étendre un petit peu plus et on va faire en sorte d'améliorer la vie quotidienne dans ce temps de transport qui est presque inéluctable. Et l'autre vision, moi, que j'adorais, qui a un peu disparu des débats malheureusement, qui est la vision plus polycentrique. Vous évoquiez cette idée d'archipel. J'adore cette idée parce qu'elle est très jolie. Cette idée d'archipel où on va recréer justement des lieux où on va penser sa vie, et plutôt que d'avoir une vision totalement fonctionnaliste, c'était l'urbanisme des années 50, 60, où on dédiait des lieux, les lieux où on travaillait, les lieux où on allait faire ses courses, les lieux où on dormait. Ça donne des horreurs, d'ailleurs, hein, tous les logements à l'est, tous les emplois à l'ouest. Eh bien, au contraire, on va essayer de rassembler au sein de mêmes lieux l'ensemble des fonctions. Donc c'est vraiment une chance extraordinaire. Le débat n'est pas clos, il n'arrête pas d'osciller entre une vision toile d'araignée et une vision polycentrique. Et quand on était à la région, on avait réfléchi, c'est pas encore fini, donc vous avez encore votre chance pour faire bouger les choses, à cette idée de biennale de l'urbanisme et de l'architecture en Île-de-France. Sauf qu'il fallait pas se louper, donc on n'a pas tout de suite lancé les premiers projets. Et dans les réflexions, il y avait cette idée que
on n'imagine pas le beau en dehors de Paris. On n'arrive pas à s'identifier au beau en dehors de Paris quand on pense l'Île-de-France, et on ne pense pas les paysages franciliens. Le paysage n'étant pas que la nature. Il y a beaucoup de nature en Île-de-France, mais c'est la ville dans ce qu'elle a de joli. Et donc cette idée de réenchanter, de retrouver une nouvelle beauté. Alors c'est vrai que le Grand Paris est l'occasion de recréer du beau, de redonner un peu de sens à l'ensemble de ces territoires, et qu'on arrête de penser qu'en dehors des immeubles haussmanniens du cœur parisien, il n'y a pas de beau. Ça me fait penser, vous parliez du patrimoine et de cet héritage des villes européennes qui existaient déjà. Je voulais poser la question à Bruno, avant de laisser la parole à notre panel, sur justement cet héritage, ces infrastructures aussi dont on hérite, qui sont parfois anciennes. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est pas un handicap? On voit des villes nouvelles qui émergent parfois en quelques mois, quelques années, quelques mois seulement, où tout est à construire. On part de zéro, donc c'est presque plus facile. Est-ce qu'une ville comme Paris, mais on pourrait prendre d'autres exemples en France, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Nice, comment on fait? Est-ce que c'est un handicap ou plutôt un avantage d'avoir cet héritage? Et là, je parle vraiment en termes d'infra. Comme on dit. D'abord, c'est une grande responsabilité, puisqu'on a un patrimoine historique géré qui est un peu unique en France, qui est maillé sur tout le territoire, avec l'apogée du ferroviaire au début du XXe siècle. Et au-delà de cette responsabilité, ça nécessite pas mal d'agilité, il faut le dire, au quotidien, pour aller développer des projets qui sont dans ce respect de l'histoire et du patrimoine, dans de la modernité, parce qu'on y va, dans du digital aussi. Et au-delà du frein qu'on pense que ça peut représenter, c'est un vrai travail avec les architectes des bâtiments de France, les conservateurs des monuments historiques, évidemment et beaucoup les riverains, les voyageurs eux-mêmes. On fabrique des projets, on transforme les gares historiques avec les riverains, avec les populations locales. Peut-être je prendrai un exemple, parce qu'il y a un projet assez emblématique à Bordeaux. À Bordeaux-Saint-Jean, on est dans une gare 19e, une grande halle, et dans le même temps, de l'autre côté, pour ouvrir le quartier de l'autre côté de la gare, on réalise une infrastructure, un bâtiment moderne, pour ceux qui ont la chance d'avoir pu le pratiquer depuis quelques mois, quelques semaines, pour offrir cette nouvelle capacité dans le respect du patrimoine, et également dans une logique de faisabilité économique, puisqu'on est également détenteur d'un patrimoine dans lequel nous devons réinvestir pour le maintenir. Voilà donc un peu le défi, c'est de tenir compte de cette histoire très forte, mais à laquelle on tient, et on pense que ça donne vraiment cette âme à ces lieux. Et dans le même temps, on peut compléter par des éléments de projets tout à fait d'actualité. Alors, je vais laisser la parole à notre panel, car l'heure tourne. Je vais vous demander peut-être de vous présenter et puis de parler bien dans le micro, pour que tout le monde vous entende. Bonsoir. Louise de l'école urbaine de Sciences Po. Ma première question porte sur la place des femmes dans la ville, et notamment dans la ville de demain. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une pratique de la ville différente selon les hommes et selon les femmes. On dit que les hommes occupent l'espace et que les femmes s'occupent dans l'espace. Et ça c'est... Voilà, ça dit tout. Donc comment pourrait-on, dans les villes de demain, garantir une pratique de la ville égalitaire pour les femmes et pour les hommes? Et ma deuxième question porte sur la place de l'informel. Donc on en parle plus pour les villes du Sud, mais on voit aujourd'hui qu'il y a des formes de flexibilité qui reviennent un peu dans nos villes très planifiées du Nord, notamment avec tous les échanges d'économies collaboratives, Uber, etc. Et donc quelle place l'informel pourrait avoir dans nos villes de demain? Merci. Alors, deux questions, peut-être sur la question des femmes et de la place des femmes dans la ville. Bon, je vais essayer de répondre, mais honnêtement, moi, je ne fais pas ce constat. Enfin, j'ai pas l'impression que la ville était conçue plus pour les hommes que pour les femmes, qu'elle était plus conçue par des hommes, sans doute. Mais moi, je ne comprends pas bien, en fait. Je ne vois pas cette... Souvent, un exemple qui est pris, c'est que quand on aménage un quartier, on va construire un city-stade pour le foot et puis un skate-park. C'est souvent l'exemple du sport qui est comme activité urbaine pour les jeunes. Oui, mais ça revient à quoi? Ça revient à dire qu'il faudrait construire plus de parcs pour les enfants. Et si on disait ça, alors pourquoi ce seraient les femmes qui devraient passer plus de temps que les hommes? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un sujet qui se traite beaucoup plus en amont.
que je ne vois pas vraiment matérialisé dans la ville. Après, si la question porte sur la sécurité ou le sentiment d'insécurité que peuvent peut-être plus ressentir les femmes, là je vois un peu plus l'angle, mais honnêtement, c'est une question difficile. La fabrique de la ville, c'est une question difficile. La fabrication de la ville, justement, fait que les femmes ont une pratique de la ville différente. On va prendre par exemple des rues étroites, des équipements socio-collectifs qui sont plus utilisés par les hommes. Il y a énormément d'exemples et des associations qui travaillent dessus d'ailleurs. Chantal Joanneau. Oui, c'est des sujets. J'ai été présidente de la délégation aux droits des femmes. C'est des sujets qui ont été abordés effectivement assez souvent. Il y a des réponses qui peuvent être des réponses entre guillemets techniques sur effectivement éviter les impasses, éviter les lieux sombres. Il y a des débats. Il y a eu des débats qu'on n'arrive pas à clore d'ailleurs sur est-ce qu'il faut par exemple dans les transports réserver des wagons aux femmes ou pas. Ça existe à Rio par exemple, c'est le cas. Mais c'est quand même fondamentalement un problème culturel. C'est fondamentalement un problème de société. La différenciation, alors, elle peut se justifier. Je comprends bien que quand, dans des endroits délicats, c'était à Rio, les femmes étaient très contentes de cette expérience. Et en même temps, le discours de différenciation, il est très dangereux. Plus on justifie la différenciation dans les faits, dans l'urbanisme, plus on va justifier la différenciation entre les femmes et les hommes. Donc c'est vraiment fondamentalement un problème culturel et c'est assez dangereux parfois on va repasser le bébé sur un problème technique. On va dire c'est de la faute on a mal pensé la ville, on a mal pensé. Non, c'est la société fondamentalement qui doit s'interroger sur le pourquoi des femmes ont peur d'aller à certains endroits, pourquoi on baisse les yeux, on fait semblant de ne pas voir quand une femme effectivement se fait un peu chahuter ou mal parler, ou quand on lui parle mal dans la rue et que tout le monde tourne la tête d'un air de dire j'ai rien vu, je suis pas concernée. C'est ça, c'est la société qui doit s'interroger et jamais transmettre la responsabilité à d'autres en disant que c'est pas son problème. Et ça, le problème, la question des femmes, c'est vraiment, il faut pas lâcher sur ce sujet. Il faut jamais considérer que c'est de la faute des autres et que c'est qu'un problème purement technique. C'est notre société qui ne porte pas fondamentalement assez cette question. Jacques Ferrier, vous vouliez ajouter un mot et puis après la deuxième question sur l'informel aussi. Voilà. Ah oui, moi je voulais passer à la deuxième question. Ah, bah, ça m'arrange. Je pense que là, on ne peut qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et l'informel, c'est une question extrêmement intéressante qu'on parle de la ville et de la grande ville. J'ajouterais à l'informel l'inachevé, le disponible, ce qu'on peut bricoler soi-même. Aujourd'hui, ça paraît, en tout cas dans nos villes, c'est pour ça peut-être que vous pensez aux villes du Sud, mais dans nos villes, enfin, je ne sais pas si elles sont du Nord, mais en tout cas de pays européens ou aux États-Unis, ça nous paraît presque quelque chose de disparu. C'est-à-dire que la ville, c'est devenu quelque part une infrastructure technique, ça c'est pour le confort de ces fameux déplacements, mais aussi d'un confort de hygiéniste, etc., mais sur lequel on n'a plus de prise. Et l'informel, c'est une vraie nécessité pour être heureux en ville. Et là, la question de l'espace disponible, elle est très importante. J'en reviens à Paris. Là, ce coup-ci, je vais parler de Paris et de Berlin, pour ne pas parler de villes du Sud, mais parler de deux villes qui, économiquement, ont le même standing, je dirais. C'est-à-dire Paris intramuros, c'est une ville extraordinairement dense, très, 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 très dense, et chacun voit autour de lui qu'il y a peu d'espace disponible. Je crois, quand Anne Hidalgo a lancé le Réinventer Paris, je crois que la constatation, c'était il reste 4% de territoire disponible dans Paris intramuros, et les 4%, c'est le long des voies ferrées, le vide du périphérique, etc. À Berlin, qui est une ville au contraire très peu dense, il y a de l'espace. Et pour ceux qui connaissent Berlin, effectivement, il y a toujours cette idée d'éphémère, alors de choses un peu temporaires, bricolées. Mais il y a cette possibilité, et dans beaucoup d'autres villes aussi, de toujours se dire demain matin, je vais découvrir dans mon quartier, dans ma rue, quelque chose de nouveau. Et là, on en parlait un peu à l'aparté, je crois que c'est une chance pour la périphérie de Paris. Parce que la périphérie de Paris, comme vous le disiez très justement, ce serait une erreur de vouloir calquer sur le modèle haussmannien.
il y a un maire d'une commune limitrophe, il y a 7 ou 8 ans, il disait, moi je vais faire le 21e arrondissement de Paris, et il n'a fait que tartiner des rues avec du pseudo-haussmannien. C'est idiot. Au contraire, il faut s'appuyer sur ces espaces disponibles, sur ces fragments de nature, sur ces délaissés, ce qu'on appelle des délaissés, c'est-à-dire des terrains qui justement n'ont pas de fonction, pour faire aujourd'hui une ville où l'informel, le temporaire, il y a Saint-Vincent-de-Paul comme exemple dans Paris, mais c'est rare et c'est précieux. On voit bien ce que ça amène à la ville. Donc ça, je trouve que c'est une part importante des mutations à venir et à préserver pour la ville. Alors, notre deuxième représentante du panel a aussi une question. Ça marche ? J'ai 2 questions. La première concerne l'écologie. Étant donné les enjeux actuels, comment est-ce qu'on peut organiser et gérer les services locaux pour limiter les impacts environnementaux des villes? Et la deuxième, c'est la globalisation va-t-elle effacer l'identité culturelle et historique des villes et générer des non-lieux? Alors, qui veut répondre sur le... Benoît ? Oui, je vais peut-être rebondir sur le premier point. Sous l'angle durabilité des mobilités, nous on voit qu'il y a une vraie question de bout en bout de l'ensemble de la chaîne de transport avec des maillons. Enfin, c'est une chaîne complète et on capitalise sur ces hubs de mobilité que peuvent être les gares pour offrir tous les autres modes de transport, dont ceux qui sont émergents. On reparlera peut-être de véhicules autonomes, mais c'est bien sûr tous les modes doux, le vélo, le piéton, tous les modes de piéton augmentés aujourd'hui en termes de mobilité. Et dans ce sens-là, compte tenu de l'ossature du ferroviaire et des modes ferrés, et de l'empreinte très bas carbone que tout le monde connaît sur le ferroviaire, on pense que c'est un des axes de durabilité de la mobilité sur les grandes métropoles. Quelqu'un d'autre qui veut répondre sur ça? C'est vrai que c'est très large. Sur l'écologie, c'est immense comme question, parce que le problème des villes, c'est la pollution de l'air, la gestion de l'eau, parce que l'eau sale, dans le monde, tue 10 fois plus que les guerres. C'est la première cause de mortalité. Et comme on est dans 2030, les 2/3 de l'humanité vivra dans des agglomérations, ça va être une question absolument cruciale. Après, on a la question des déchets, après, on a la question effectivement des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie, donc de la consommation d'espaces naturels. Donc la question, elle est immense, immense. Donc si on prend que la question, par exemple, des gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, plus on est sur des villes denses, moins on émet de gaz à effet de serre, puisqu'on a moins besoin théoriquement de transport, et donc il y a des graphiques qui sont parus. Sauf que dans une ville très très dense, vous allez créer des îlots de chaleur, notamment quand vous laissez du bitume un petit peu partout. Donc avec l'augmentation globale des températures, vous créez des conditions extrêmement difficiles pour les habitants de ces villes. On réfléchit actuellement, on y travaille y compris dans nos anciennes villes, à enlever du bitume, à désimperméabiliser pour remettre des pelouses, parce qu'une pelouse a l'avantage d'offrir une espèce de climatisation permanente. Au niveau du sol, au niveau d'une pelouse, vous avez à peu près toujours la même température et vous n'avez pas d'îlot de chaleur. Donc il y a plein de possibilités. L'informel offre beaucoup de solutions, énormément de solutions. C'est-à-dire quand effectivement vous faites du covoiturage, vous limitez les transports. L'informel est vraiment génial pour ça. Donc il faudrait juste qu'on se voit pendant 1 ou 2 heures pour évoquer le sujet, quoi. Peut-être. J'aimerais la question de est-ce que les villes vont finir par se rassembler. Moi, je me la pose tous les jours parce que c'est une question angoissante. Et ça serait intéressant de savoir pourquoi elle est angoissante. Là, on en revient vraiment à ce débat sur la ville comme expérience, comme transmission, etc. On sent bien qu'on ne veut pas vivre dans des villes qui se ressembleraient toutes. On a travaillé là-dessus justement parce qu'on se dit, oui, Starbucks, McDonald's, l'aéroport, le centre commercial, l'hôtel international, on se dit, ah ben oui, tout ça, ça se ressemble. Et pourtant, si vous prenez, imaginez, vous prenez une photo, mais vraiment zoomée, un tout petit morceau d'une rue de Londres. Je suis sûr que 99% des gens vont vous dire c'est à Londres, ou ils vont vous dire c'est en Angleterre. Vous faites la même chose à Shanghai, vous faites la même chose à Paris. C'est-à-dire que les villes ont une formidable capacité de résistance
à conserver une identité. Mais vraiment même dans des très petits détails. Et cette identité des villes, pour ça, justement, il faut sortir de l'hôtel, sortir du centre commercial, sortir du Starbucks, se promener dans la ville, vraiment, discuter avec... Et j'en viens à cette idée de ville sensuelle sur laquelle nous travaillons, qui est un terme comme ça, c'est un peu un slogan, mais qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on reprend nos sens au sérieux, si on n'est pas que justement dans la télétransportation, mais si on prend le temps un peu de s'arrêter, là les villes ne se ressemblent pas. On peut vous rassurer sur ce point. Troisième Bonsoir. membre du panel. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de révolution des transports, mais alors d'un point de vue social, est-ce que vous pensez que la révolution des transports, donc avec un transport rapide, omniprésent, va vraiment faire sauter les barres de HLM et la ghettoisation qu'on a dans les villes actuellement? Ou au contraire, est-ce que la ville de demain sera un chaudron bouillonnant complètement ingérable? Ça ne laisse pas beaucoup de choix, tout ça. Avec la question du banlieue aussi. Oui, il y a effectivement banlieue et l'hyper-cœur peut-être de métropole. Moi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des carrefours de rencontre de toutes les populations, de tous les types finalement de voyageurs dans les grandes gares en particulier. Je prends l'exemple de la gare du Nord. À la gare du Nord, vous avez le concentré de toute la France qui y passe, le voyage du quotidien, le voyageur international d'affaires, le voyageur loisir. Donc c'est vraiment et qui mélange du transport rapide, parce qu'on en a besoin pour franchir évidemment des longues distances, et du transport de masse, du transport de proximité. Et au contraire, c'est cette symbiose. Pour ceux qui fréquentent ces grandes infrastructures, on travaille sur l'amélioration, la transformation de ces lieux, que ce soit sécurité, confort, propreté. Voilà, enfin, on est vraiment sur la convergence des usages entre le rapide, enfin, il y a une partie de la question qui est sur ça, et le service rendu au quotidien. Valérie. Moi, personnellement, je crois profondément que nous n'avons pas d'autre choix que de vivre ensemble. Sans même parler de la question des réfugiés, comment vivre ensemble? De ce point de vue-là, le projet du Grand Paris est un projet véritablement inclusif. Alors, il va falloir attendre quelques années, mais enfin, c'est quand même demain. Les premières livraisons arrivent 2021, 2022 jusqu'à 2030. Plus récemment, est déjà un projet qui existe déjà, le projet de la Philharmonie qui est à la Villette. Pourquoi avoir placé justement cet endroit absolument merveilleux, porte de la Villette, et pas en plein cœur de Paris? C'est précisément pour donner un accès à la culture, pas uniquement au Triangle d'Or parisien, mais aussi pour inciter les habitants des différentes banlieues à s'intéresser davantage à se déplacer pour la culture. Moi, je suis plutôt optimiste sur les différents chantiers qui existent déjà et qui sont entrepris et qui prévoient notamment, et c'est quand même le rôle numéro 1 du Grand Paris Express, c'est quand même d'éviter aujourd'hui quelqu'un qui habite à Saint-Denis et qui va travailler à Chelles, en Seine-et-Marne, lui éviter ce passage incontournable à Paris. Donc on voit bien que tout ce qui est fait aujourd'hui par les politiques, pour le coup, je trouve ça plutôt positif, c'est plutôt le côté très inclusif. Moi, je suis plutôt positif. Quatrième membre du panel, qui a aussi des questions. Oui, alors mon camarade à droite a été raisonnable, moi je reviendrai aux deux questions. La première question, c'est rebondir un peu sur ce qui a été dit, parce qu'il a été montré qu'en fait le projet colossal du Grand Paris va entraîner logiquement un éloignement des milieux modestes, en fait en agrandissant la couronne parisienne. Les prix de l'immobilier des quartiers qui étaient peu chers en banlieue sont déjà en train d'augmenter, ce qui fait que les personnes à revenus vraiment modestes vont devoir aller encore plus loin. Est-ce que ça n'aura pas pour conséquence la création de villes satellites dynamiques autour de Paris, avec ces gens de milieux modestes, et quelque part un peu reboucher cette diagonale du vide? C'est ma première question. Et ma seconde question, c'était pour vous aussi, pardon. Puisque le thème de ces rencontres, c'est la transmission, de quelle manière les transports en commun, parce que là on a beaucoup parlé de rapport une personne individuelle avec son smartphone ou avec une activité dans une gare, comment ces transports en commun du futur peuvent-ils rapprocher les citoyens entre eux à une époque où la communication entre voyageurs est quasi inexistante? Deux bonnes questions. Donc la première sur l'éloignement et la création de villes satellites. Oui,
On revient effectivement au tout premier débat, sur cette tension qu'il y a eu dans la conception du Grand Paris entre cette idée d'une métropole et d'une agglomération tentaculaire qui allait toujours s'agrandir, et puis cette vision de ville polycentrique qui allait créer leur propre dynamisme et donc leur propre identité. On voit aujourd'hui, c'est assez intéressant dans les projets d'urbanisme, de quartier d'ailleurs que l'on aide, vous avez des pôles d'un dynamisme incroyable, pleine commune, donc qui se situe justement en Seine-Saint-Denis, qui déborde d'énergie, d'imagination pour penser sa ville demain et qui aura sa propre dynamique. Et vous avez aussi, vous avez forcément le pôle de Saclay, vous avez des pôles un petit peu plus éloignés en Seine-et-Marne aussi, parce qu'on parle très peu de la Seine-et-Marne, mais vous savez, en Seine-et-Marne, il n'y a pas d'enseignement supérieur, il y a des personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté extrêmes aussi, et eux aussi sont en train de repenser leur propre ville. Donc, au contraire, le Grand Paris, si on arrive bien à conserver cette idée qu'il doit développer ses propres centres avec leur activité économique, avec leur vie, qui seront en lien évidemment avec Paris, mais vous ne serez plus obligé systématiquement de repasser par Paris. Au contraire, sera extrêmement inclusif. Après, toute ville, et ça c'est démontré dans toutes les études, toute ville, toute urbanisation a comme corollaire l'augmentation du prix du foncier. C'est quoi que l'on fasse, toutes les études le montrent, on n'arrive pas à casser cette logique. Donc toute ville, dès lors qu'elle se développe, effectivement, sauf à développer à côté, effectivement, à veiller à avoir des emplois adaptés, à veiller à avoir du logement social sur place, ce qui est quand même le cœur, effectivement, du sujet, à conserver, au-delà de la mixité fonctionnelle, la mixité sociale au sein de ce pôle de développement, effectivement. Mais ça, c'est un sujet qui dépasse, qui est dans le Grand Paris, mais qui dépasse le Grand Paris et qui a déjà été assez bien identifié. Mais le Grand Paris n'est pas du tout au contraire. Au contraire, c'est un moyen d'éviter ce phénomène de relégation sociale qui, aujourd'hui, est inhérent à ce développement tentaculaire de l'agglomération parisienne. Sur la deuxième question, celle de la communication dans les moyens de transport, peut-être Valérie Descamps, vous êtes particulièrement concernée par Oui, c'est-à-dire l'évolution de la publicité dans les transports en commun. C'est ça la question Non, plus concrètement. Comment vont échanger dans les gens les transports aujourd'hui, les gens ne se parlent pas avec les écouteurs, des choses comme ça. Donc on développe de plus en plus d'outils pour que les gens arrêtent de perdre leur temps, mais d'un point de vue purement personnel. Oui. Mais quand est-ce qu'on se met à communiquer dans ces transports? Vu qu'on va devoir passer plus de temps et l'optimiser plus dans ces transports, est-ce que, par exemple, il ne peut pas y avoir au sein d'une gare des garderies, au sein d'une gare des formations pour faire son CV, au sein d'une gare des formations à l'art oratoire, plutôt que du purement personnel? Alors, c'est un des axes. Un des axes, c'est le partage. Donc on est vraiment sur des lieux partagés dans la mesure du possible. Les lieux partagés que vous pouvez tous fréquenter, c'est typiquement des espaces de micro-working. Donc c'est l'endroit où vous pouvez vous poser. Et alors le micro-working, c'est pas que pour utiliser son smartphone ou son PC, c'est aussi pour rencontrer éventuellement. Et on essaye d'ailleurs de susciter des initiatives pour que des start-upers, des makers se rencontrent dans des lieux d'innovation typiquement. Des crèches, nous en avons dans les gares. Nous sommes aussi en train de développer des conciergeries, des services qui peuvent être utiles sur le temps de parcours. Voilà, c'est vraiment la gare comme lieu de rencontre et lieu de rencontre des gens. Après, ça peut aussi être accéléré par le digital. Les communautés d'intérêt peuvent aussi se retrouver humainement à partir d'outils digitaux. Et juste peut-être compléter, là on a parlé de ce qui se passe déjà dans les gares, ce qui se passe dans les rames, parce que ça c'est encore autre chose, le temps de transport, où là les gens ne se sont jamais parlé, ils se sont toujours regardés plutôt en chien de faïence. Je ne pense pas que ça s'améliore. D'autant qu'on est tous de plus en plus rivés sur nos devices personnels. Ce qui est en revanche très attendu par les voyageurs, toutes les enquêtes le démontrent, c'est le développement de la connectivité dans les rames. Alors, on l'a déjà dans certains TGV, mais dans le métro à Paris, les signaux sont vite interrompus. Et ça, c'est vraiment, je pense, une marge de progression. Elle est demandée.
elle est utile, ce qui permettrait, encore une fois, de vivre un peu mieux ce temps de transport. Si demain, quand vous allez travailler, quand vous allez soit à l'école ou soit à votre travail ou je ne sais où, en tout cas si vous êtes sur des trajets, on va dire, réguliers, qui vont vous prendre tous les jours 30 à 40 minutes x2 aller-retour, eh bien si pendant ce temps-là, vous avez une connectivité parfaite qui vous permet d'être inscrit à un MOOC et d'apprendre votre anglais ou l'histoire de l'art d'une façon générale, eh bien, je trouve que c'est un service vraiment utile qu'on pourra rendre aux voyageurs et qui pourra atténuer en tout cas ce sentiment de on ne se parle pas. Bon. Mais enfin, s'attendre un jour à ce que les gens se parlent dans le métro, j'y crois pas trop. Mais bon. Oui. La musique oui. dans les transports ou dans certaines stations de RER aussi. Nous, il se trouve qu'on développe Métrobus, donc qui est la régie publicitaire de la RATP et aussi celle de la SNCF. Il y a un conducteur on développe de beaucoup métro qui d'événements. chante et qui met de la musique tous les jours. Et il y a eu d'ailleurs il a été filmé. Et c'est vrai que dans sa rame, et il disait il y a une ambiance folle tous les matins dans ma rame. Et peut-être que ce côté un peu morose que les gens, en faisant métro, boulot, dodo, ben en fait, ils vont arriver au boulot et ils vont dire, mais tu sais pas ce qui est incroyable. J'ai chanté dans la rame ce matin avec des gens. Et je pense que c'est déjà ça le début de l'appréciation de ce temps de transport par les citoyens entre eux. Ils vont tous baisser leur casque. Alors, juste là-dessus, je ne peux que être d'accord avec vous. On rappelle régulièrement à nos amis de la RATP que ce serait bien d'avoir un autre message que attention au pickpocket, sachant que ça s'est multiplié dans toutes les langues, c'est sûr. Donc, des animations telles que vous les décrivez, bien sûr, elles ne peuvent qu'apporter de la gaieté et créer du lien. N'oublions pas que nous sommes dans des environnements extrêmement puissants d'un point de vue trafic, que la question sécuritaire est majeure, c'est normal. On est en état d'urgence, comme vous le savez, Vigipirate, rouge écarlate. Donc c'est ce qui limite aussi, malheureusement, ce type d'opération, même si sur le fond, je pense qu'on est tous d'accord. Je compléterai juste sur un point. La pollution sonore dans nos études de marketing sensoriel qu'on mène revient quand même en haut de liste des sujets de nuisance pour les voyageurs. Donc c'est un point d'attention où il faut qu'on dose dans les lieux publics, y compris les rames dans les transports, l'impact sonore, parce que ça impacte directement votre expérience. Et c'est un des éléments, après la propreté, après l'aspect mise en lumière, qui vient très vite. Donc on est vigilant à cet environnement sonore. Dernière question du panel, et puis après on laissera la parole à la salle. On a donc beaucoup défendu la ville, mais pourtant, avec le numérique, tout sera disponible sur Internet. On peut y faire ses courses, on peut y suivre des cours, on peut y travailler. Alors du coup, est-ce que plutôt qu'une ville sensuelle, la campagne sexy, ça serait pas le véritable avenir de l'humanité? Il y a aussi, il faut le dire, un désir là aussi des études qui montrent que les Parisiens, et pas que, beaucoup d'urbains quittent les villes. On parle de néo-ruraux, on parle de rurbains. Il y a un vrai phénomène, c'est pas juste une observation. Jacques Ferrier. Oui. Bon, d'abord, la campagne, c'est un luxe. C'est-à-dire que la campagne, c'est vraiment un luxe européen. Dire je vais à la campagne et s'attendre à trouver le même mode de vie urbain que l'on a dans la ville, c'est devenu quelque chose de très rare. Si vous êtes en Asie, si vous êtes... l'Inde, c'est l'Asie, mais la Chine, le sud-est asiatique, maintenant, même les États-Unis, cette idée de campagne idyllique, elle n'a plus cours. Je crois qu'il y a juste une dame, j'espère qu'elle... oui. On n'empêche pas non, c'est... J'ai l'impression on peut continuer, d'accord. Elle est entre de bonnes mains. Voilà. Non, je crois que votre question, elle pose plus, à mon avis, la question de la taille des villes. C'est-à-dire là, on dit ville, j'ai entendu on parlait de Bordeaux, vu de la Chine. Vous intéressez à Montesquieu, vu de Sirius ou de la Perse, mais Bordeaux, vu de la Chine, c'est presque pas une ville. Vous voyez, donc je crois que la taille des villes est importante. Moi, je crois beaucoup justement à la nécessité de préserver, de développer des villes de taille raisonnable. Alors c'est vaste débat. Qu'est-ce qu'une ville de taille raisonnable? Par opposition, je dirais que 14 millions d'habitants, c'est pas raisonnable. 24 millions d'habitants, Shanghai, c'est plus raisonnable.
Tokyo, Yokohama, c'est 30 millions. Voilà. Là, on voit qu'on a une vraie question. Et on a une vraie question. Vous avez parlé un peu d'économie, il faut voir que les villes ont été créées par des économies en croissance. On n'a pas d'exemple aujourd'hui de grandes villes qui peuvent tenir le coup dans une économie qui n'est pas en croissance. Aller à Détroit, aux États-Unis, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'une grande ville qui est privée de croissance, ça devient, alors peut-être pas le chaudron que vous évoquez, ça devient plutôt le champ de ruines. Rome, dans l'Antiquité, ça a déjà été le cas. C'est-à-dire la Rome antique, qui était la super ville de l'Empire, du moment que l'Empire romain s'écroule, Rome a été diminuée par 10. C'était aussi vécu comme un champ de ruines. Donc, il y a un côté apprenti sorcier aujourd'hui dans ces très très grandes villes qui tiennent debout tant qu'il y a, alors je ne suis pas économiste, mais tant de points de croissance. Mais le jour où il n'y a plus le plein emploi, là on parle du Grand Paris, le jour où il n'y a plus de croissance, que vont devenir ces grandes villes? Donc plutôt que faire une opposition ville-campagne, je dirais plutôt faisons des villes à taille humaine, des villes raisonnables, puisque c'est quand même un peu, comme on l'a dit, le berceau et de la culture et des universités et des hôpitaux, etc. La ville, c'est quelque chose de très, très positif, mais peut-être pas la super ville. On a une fascination là pour la métropole, la mégalopole, et la démesure. Cette démesure risque d'être très fortement questionnée dans les années à venir. Alors, l'heure tourne, il nous reste une toute petite dizaine de minutes, donc je voudrais prendre vos questions. Peut-être qu'on peut d'ailleurs en prendre 2 ou 3, comme on a fait avec le panel, deux d'un coup, et puis y répondre. Bonjour, question très simple. Aujourd'hui, l'accès au logement à Paris est inabordable pour ma génération. Voilà, j'ai la trentaine. Est-ce que le projet du Grand Paris a pour objectif aussi de permettre de faciliter l'accès au logement pour les jeunes? Ouais, sur les loyers, les prix. Ouais, peut-être qu'il y a une deuxième question, comme ça on peut. Oui, là il y a deux bras qui se lèvent. Je rejoins le sujet de la taille de ville raisonnable. Est-ce qu'en France, on est condamné à s'agglutiner toujours plus en région parisienne ou autour du Grand Paris, comme on dit aujourd'hui? Alors, 2 questions qui concernent Et une troisième, oui. Oui, bonjour, Lise Castagna, SNCF Réseau, et francilienne, donc moi j'ai 35 ans. J'étais venue ici pour rêver. Quand on me dit la ville du futur, je m'attendais à voir plein de choses magnifiques, merveilleuses, avec plein de possibilités de voyage et de belles villes, d'architecture, voilà. Et aujourd'hui, j'ai pas entendu grand-chose. Alors, qu'est-ce qui vous en a empêché? Quelles sont vos contraintes? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne nous vendez pas plus de rêves que ça? Alors, on va revenir à la première question très pragmatique sur le prix, le prix des loyers et de la propriété immobilière à Paris. 3 questions donc sur les prix à Paris et sur est-ce qu'on va continuer à s'agglutiner autour de Paris ou autour même du Grand Paris ou est-ce que d'autres pôles sont possibles? Qui veut répondre? Peut-être elles sont carrément liées, oui. Oui, les 2 premières questions sont liées sur la question du coût du logement et de cette concentration urbaine à Paris. Sur le coût du logement, c'était bien la logique initiale du Grand Paris, c'est de comment, sachant qu'on doit construire, justement pour éviter une explosion des prix de logement et pour éviter que des personnes ne soient sans logement, 70 000 logements par an. C'est l'objectif. Une grosse partie d'ailleurs n'étant pas liée à l'arrivée de nouvelles populations autour de Paris et du Grand Paris, mais à la décohabitation et aux conséquences de la décohabitation. Donc l'objectif, c'est en construisant plus de logements, on évite évidemment l'augmentation des prix des logements. Ceci dit, la seule chose qui puisse corriger le fait que vous ne puissiez pas, vous, en tant qu'étudiant, vous loger à Paris, c'est forcément les différentes aides possibles, c'est forcément les loyers encadrés. Si vous laissez jouer le marché simplement, vous ne pourrez jamais vous loger, ne serait-ce aussi que par... Alors ça, vous êtes étudiant, mais vous avez aussi les personnes qui travaillent, et le prix des salaires, aujourd'hui, est indécent par rapport au prix des loyers dans des grandes villes.
Donc c'est forcément par le biais de correctifs, entre guillemets, à caractère social, qu'on pourra vous permettre de vous loger dans ces grandes villes. Le deuxième élément, est-ce qu'on s'agglutinera toujours plus autour de Paris ? Non, il y a une loi sur les métropoles, au contraire, pour faciliter la constitution de différents grands pôles urbains en France. Alors évidemment, vous le disiez très justement, nous considérons que ce sont des grands pôles urbains, les Chinois verraient ça comme un village, mais autour de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Lille, de Strasbourg, vous avez des pôles comme Lille qui connaissent un très beau développement et qui sont des villes où manifestement il fait très bon vivre. Donc on ne veut surtout pas être condamné à vivre et à s'agglutiner toujours plus autour de Paris. Et ce qui renvoie au champ des possibles sur la campagne, fondamentalement, les grandes mutations d'aujourd'hui, là où elles sont assez géniales, c'est qu'elles évitent cette forme d'uniformisation de la pensée. C'est-à-dire qu'on a vraiment tellement dans les années 50, 60, mais c'était le reflet d'une société industrielle où tout était normé. Vous deviez travailler dans le cadre du travail à la chaîne, vous deviez acheter tel type de produit forcément en masse, et donc vous deviez vivre à tel endroit, tout était normé. Aujourd'hui, la mutation, c'est justement l'inverse. C'est la réappropriation et de votre vie et donc de votre ville. Et donc le numérique, par exemple, rend possible d'autres choix de vie. Aujourd'hui, on n'en est qu'au démarrage. Il y a 15-20 ans, vous n'aviez pas d'autre choix que d'aller vous agglutiner en ville pour trouver du travail. Le numérique va ouvrir ce champ des possibles. C'est ce que je disais au tout début sur cette évolution, et donc vous permettre de changer, de ne plus être obligé d'eux. Alors peut-être qu'on n'a pas fait rêver, mais on a bêtement répondu aux questions, on est désolé. Mais, pardon. C'est une très bonne transition pour répondre à la troisième question sur les imaginaires donc, des villes. Maintenant, c'est à vous de nous faire rêver. C'est vrai qu'on a parlé des imaginaires un peu dystopiques, on a parlé du pire de la Smart City, on a parlé de la démesure. Et c'est vrai que les imaginaires urbains sont souvent cauchemardesques. On l'a vu là encore avec le Blade Runner, le film 30 ans après le nouveau Blade Runner. Mais est-ce qu'il y a des imaginaires urbains qui ont un souffle porteur, Jacques Ferrier? Non, mais je suis évidemment très déçu qu'on n'ait pas fait rêver, d'autant que je me sens particulièrement concerné parce que les architectes, on a une longue histoire d'avoir vendu des rêves, justement. Bon, donc là, c'est bien, vous les souhaitez, ces rêves. Souvent, moi, je suis plutôt interpellé dans l'autre sens en disant, vos rêves, vous évoquiez les cités dortoirs des années 60, on pourrait parler de beaucoup de grandes réalisations urbaines du XXe siècle. Ce que moi j'ai appelé l'urbanisme de géométrie, ça a été des rêves au départ. Au départ, c'était des visions. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, quand on parle de ville du futur, il faut imaginer un horizon d'une autre ville. C'est pas ça, c'est la ville. Ce sont les villes dans lesquelles on vit. C'est pour ça qu'on a bien insisté sur cette idée qu'il fallait effectivement garder cette diversité des villes, diversité des situations, diversité des tailles. Mais je crois que ce qu'ont compris les politiques, les décideurs de la ville, mais aussi les architectes et les urbanistes et tous ceux qui travaillent sur la ville, c'est que les grands schémas, les grands récits, voilà, comme disent certains historiens, les grands récits du XXe siècle sur la ville, portés par les personnalités que l'on connaît, les Le Corbusier, etc., n'ont pas abouti. Aujourd'hui, on est plus dans l'idée de l'attention au contexte, au climat, aux cultures, même, je crois, au micro-urbanisme. Et imaginez aujourd'hui que l'on peut penser une très grande ville, non pas vue du ciel par justement cet urbanisme de géométrie, mais vue de l'intérieur par une sorte de construction organique d'une succession d'expériences et de micro-opérations urbaines. C'est possible, et c'est justement possible grâce aux nouvelles technologies. Pour boucler la boucle, on a parlé des Smart Cities. Moi, les Smart Cities, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour moi, les Smart Cities, tout le monde d'ailleurs quand on parle de Smart City, par réflexe brandit son smartphone, c'est un outil. C'est un outil, mais cet outil peut permettre justement de changer d'échelle. Cet outil de liaison qui est juste un instrument peut nous permettre de concevoir la ville comme une succession de quartiers.
dont on a ensuite la vision globale grâce à cet outil. Donc c'est pour ça qu'on est dans on n'est plus dans la vision simple de dire la ville rêvée, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, une ou deux toutes dernières questions? Et il faudra répondre en quelques mots, car nous avons déjà atteint la fin de notre rendez-vous. Je vais essayer de faire vite alors. Bonsoir à tous. Je trouve qu'il y a un point qui n'a pas été très bien abordé dans ce débat, c'est le volet sécurité. On a parlé donc de l'amélioration des transports. On peut imaginer la sécurisation des lieux des moyens de transport. On peut parler également de l'apaisement du lien social par une meilleure mixité à Paris et même de manière générale en France. Moi j'ai envie de parler peut-être de surveillance. On voit qu'à Londres, à New York, dans plein de grandes villes aujourd'hui, on a des systèmes de caméras un peu partout. Comment vous imaginez l'évolution du rapport social dans les villes de demain avec cet aspect d'autosurveillance permanent des êtres humains? Sur la data et la surveillance. Peut-être premier sujet dans les lieux publics à haute densité comme les gares, les lieux d'échange. Enfin, c'est une nécessité. Donc, on a absolument besoin de disposer d'outils. Et après, on a une panoplie d'outils que l'État peut nous autoriser à déployer typiquement. Nous pensons que la vidéosurveillance est un outil qui est encadré, mais qui est préférable à la fermeture des lieux. Sinon, vous pouvez imaginer que ça ne ferait pas rêver, mais qu'on aille sur des lieux fermés et des lieux qui soient plus ouverts. Donc ça nous, on est très, très défavorable à cette approche-là. Et donc, voilà, plutôt sur les outils digitaux, vidéo, on pense que c'est plutôt un chemin à prendre. Valérie Descamps, mais encadré. Sur les données aussi, c'est vrai, l'aspect... Oui, enfin, le débat sécurité-liberté, il est ancestral. Plus récemment, le débat qui a eu lieu autour justement du maintien de l'état d'urgence, c'est exactement ça. C'est la sécurité face à la liberté. D'une façon générale, on peut observer que l'introduction de toutes les nouvelles technologies ont toujours créé des contrôles supplémentaires. Si on remonte par exemple à l'introduction du courrier postal, il y a très longtemps, il y a eu tout de suite des censures qui se sont faites. Les courriers des poilus étaient censurés, ils étaient interceptés. L'apparition du téléphone a engendré l'écoute téléphonique. Les écoutes téléphoniques en France sont extrêmement réglementées. Aujourd'hui, derrière votre question, c'est l'utilisation de la data, l'utilisation des données personnelles à des fins commerciales. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même le Règlement général de la protection des données, la RGPD, qui impose à toutes les entreprises dont nous faisons partie d'être en conformité avant mai 2018 pour éviter justement cette dérive de surexploitation des données personnelles. Moi, je pense qu'en France, encore une fois, on est un pays qui protège déjà beaucoup, par rapport aux États-Unis, par exemple, les données personnelles et les libertés individuelles. Donc, je pense que moi, j'ai toute confiance en notre démocratie pour qu'elle arrive à trouver un bon équilibre entre justement l'avancée des technologies, parce qu'on en a besoin, parce que pour l'instant, nous, en France, on a la CNIL, mais aux États-Unis, ils ont les GAFA. Donc, c'est très important. Sur le terrain de la ville. Mais bien sûr, c'est très important évidemment le respect des libertés individuelles. Il ne faut pas non plus tomber dans une obsession qui nous empêcherait d'avancer et qui nous empêcherait de prendre en marche le train justement des nouvelles technologies, de toutes les opportunités économiques qu'elles peuvent présenter. Ce sera le mot de la fin car l'heure tourne. Merci beaucoup à nos invités, à nos quatre invités pour leur précision, les perspectives qu'ils ont ouvertes. Et merci à vous pour votre écoute.